Essayons quelque chose ensemble. Ouvre n'importe quelle carte du monde dont tu disposes. Il peut s'agir de celle que tu trouves dans ta bibliothèque ou même d'une version en ligne. Jette un coup d'œil à la vaste zone couverte par l'eau. C'est 71% de la surface de la Terre. Et on ne parle que de l'eau salée contenue dans les océans du monde. Il n'y a pas de frontière entre les 4 océans que nous connaissons tous. Mais les océanographes et les pays du monde entier ont traditionnellement divisé ces eaux en 4 régions distinctes. Les océans Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique. Et voici la grande surprise. La communauté scientifique a récemment reconnu une 5e masse d'eau. Il s'agit de l'océan Austral, et 3 des 4 océans originaux le bordent. Il fait le tour de l'Antarctique et de la partie inférieure du globe, et atteint l'Australie et les parties sud de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui rend cet océan si spécial ? Comment la communauté scientifique a-t-elle fini par le distinguer ? Et, plus important encore, quelle créature mystérieuse cache-t-il ? C'est ce que nous allons découvrir. L'océan Antarctique, ou océan Austral, a été mentionné pour la première fois en 1937 dans la 2e édition des limites des océans et des mers de l'Organisation hydrographique internationale. C'est un nom compliqué. À ce moment-là, cette organisation estimait qu'il était incorrect de considérer l'océan Antarctique comme une masse d'eau autonome. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, un océan était défini comme l'eau entourée de terre, et non l'eau qui entoure la Terre. Cependant, ils ont reconsidéré la question en 2000 et ont voté pour inclure cet océan dans la liste officielle. Ils ont également opté pour le nom Océan Austral, plutôt que pour le nom communément utilisé Océan Antarctique. Enfin, l'organisation a conclu que l'océan devait être considéré comme prenant fin au 60e parallèle de latitude sud. Mais quel âge a cet océan ? Eh bien, de nombreux spécialistes pensent qu'il s'est formé il y a seulement 30 millions d'années, ce qui en ferait le plus jeune des océans du monde. Il a été créé lorsque l'Antarctique et l'Amérique du Sud se sont éloignés l'un de l'autre au cours des premières étapes du développement de notre planète. Ce courant d'eau unique est un élément distinctif de l'océan Austral, car il contribue à maintenir les eaux en mouvement autour du continent glacé. Il s'agit du courant circumpolaire antarctique, qui se déplace vers l'est à une vitesse incroyable. On estime qu'il déplace une énorme quantité d'eau par seconde. Certains des litiges concernant l'océan Austral sont liés à cet étonnant courant. Des spécialistes pensent qu'il sépare les eaux de l'océan Austral des eaux de l'Atlantique ou du Pacifique qui se rapprochent. Seule l'eau qui circule rapidement est considérée comme l'océan Austral. D'un autre côté, une poignée de scientifiques affirme que le courant complique en fait la question de son nom, car il ne limite pas les eaux à un lieu géographique spécifique. Ils pensent que les eaux du courant sont différentes, en termes de composition, des eaux des océans du Nord, parce qu'elles sont beaucoup plus froides et contiennent beaucoup plus de sel. Les marins n'aiment pas vraiment cette nouvelle masse d'eau, principalement en raison des fréquentes tempêtes de type cyclone qu'elle subit. Ces tempêtes se produisent en raison de la grande différence de température entre la banquise et les vagues de l'océan. Par conséquent, ces tempêtes sont très difficiles à surmonter pour les marins qui les traversent. Je veux dire, vraiment, ce sont les vents les plus forts que l'on trouve sur notre planète. De plus, les navires qui traversent cette zone doivent également se méfier des nombreux icebergs qui peuvent surgir de temps à autre, ainsi que des basses températures de surface. Pour te donner une meilleure idée, certains des icebergs que l'on trouve ici peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres et peuvent subsister toute l'année, quelle que soit la saison. Les latitudes de 50 à 70 ont même gagné les surnoms de 50 furieuses ou des 60 hurlantes, en raison de ces tempêtes intenses qui sévissent toute l'année. Même le paysage est unique. On dit que l'océan Austral possède des glaciers plus bleus, un air plus froid et des montagnes plus intimidantes que partout ailleurs dans le monde. Passons maintenant aux créatures mystérieuses qui vivent dans cet endroit, car des milliers d'espèces sauvages habitent uniquement ici et nulle part ailleurs dans le monde. Commençons par l'étrange cochon de mer, ou l'un des concombres de mer, comme on le nomme parfois. Il y en a beaucoup dans les eaux de l'Antarctique. Mais pourquoi cette appellation ? À cause de sa teinte rose et de son aspect rond et gonflé. Si l'on regarde de plus près, il semble même avoir une petite queue et des oreilles, tout comme un cochon. Il contribue beaucoup à la qualité des eaux ici, en filtrant le sable et les sédiments. Ensuite, il y a les crabes de Hoff qui vivent au fond de la mer Antarctique.
L'océan austral est un milieu d'eau froide, mais les crabes sont mieux adaptés aux eaux plus chaudes. Les crabes de Hoff se rassemblent donc autour de la chaleur produite par les cheminées volcaniques. Ils y trouvent la chaleur et la nourriture dont ils ont besoin. Tu peux les trouver en grande pile, les uns sur les autres, remplissant littéralement l'espace au niveau des ouvertures des cheminées. Tu te demandes comment ils ont obtenu leur nom officieux ? Eh bien, c'est à cause de leur ressemblance apparente avec l'acteur David Hasselhoff, dont l'impressionnant torse rappelle le crabe aux explorateurs. Ok. Tu as déjà vu un poisson complètement transparent ? Il faut aller dans les eaux du sud, mais il existe. Et on l'appelle simplement le poisson des glaces. Tu peux pratiquement voir à travers eux, car ils sont absolument transparents. Cela est dû à leur peau transparente et au fait qu'ils n'ont pas de globules rouges. Leur pouvoir spécial est qu'ils peuvent utiliser de l'antigel pour empêcher leur corps de se solidifier dans les eaux froides de l'océan austral. Au lieu du sang classique, plus épais, le sang rouge avec l'hémoglobine, les poissons des glaces ont un sang plus fin qui circule plus facilement dans tout leur corps, ce qui leur apporte les nutriments et l'oxygène dont ils ont tant besoin. Maintenant, y a-t-il un monstre caché dans ces eaux ? Certaines personnes pensent que oui, et grâce à des recherches effectuées récemment, nous avons même des images vidéo de ce monstre. Des chercheurs australiens sont tombés sur un groupe de créatures étranges qui nageaient près du fond de l'océan austral. Ce poisson rose, qui ressemble à un blob, semblait être propulsé par une petite paire de nageoires. Pour reprendre leurs propos, il ressemblait à un poulet juste avant de le mettre au four. Je ne suis même pas sûr de vouloir savoir à quoi ça ressemble. Il leur a fallu du temps et des recherches pour identifier le monstre. C'est une espèce timide de concombre de mer, plus connue sous le surnom créatif, le poulet monstre sans tête. Nous savons que cette créature existe depuis la fin des années 1800, mais nous ne l'avons pratiquement jamais vue. Et nous ne l'avons filmée qu'une seule fois, lorsqu'elle a été repérée dans le golfe du Mexique, ce qui est assez éloigné des eaux de la côte est de l'Antarctique. Il y a tant de choses que nous ne savons pas sur cette créature, comme le nombre d'individus qui vivent dans nos eaux, leur mode de vie, leur alimentation et leur reproduction. Tu as déjà entendu parler du manchot empereur ? Il ne s'agit pas d'une espèce de pingouin qui a une couronne sur la tête, si c'est ce que tu pensais. Mais il s'agit d'un de ces pingouins qui vivent à cet endroit précis et qui sont aussi la plus grande espèce de leur genre. Leur particularité est qu'ils établissent leur colonie sur la banquise, et que la plupart d'entre eux ne mettent jamais les pieds sur terre. De plus, les papas manchots perdent presque la moitié de leur poids pendant l'incubation des œufs. Ce sont également des nageurs extraordinaires, capables de plonger plus profondément et plus longtemps que n'importe quel autre oiseau, jusqu'à 213 mètres, sans oublier qu'ils peuvent rester immergés jusqu'à 18 minutes d'affilée pour trouver de la nourriture. Nous n'avons pas encore découvert tous les secrets du mystérieux océan austral. Mais il est clair qu'il abrite des écosystèmes marins uniques et fragiles. Le fait de le considérer comme un nouvel océan pourrait être un moyen d'attirer l'attention du public sur lui et de contribuer à sa conservation. C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ? Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparé. Le navire était doté d'un échosondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète. Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km.
Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible. Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos, jusqu'à ce que ces deux scientifiques parviennent à descendre. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créature peut bien habiter là en bas ? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement ? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leur coquille grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins. Mais la star de la région en termes de faune et de flore, selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment, et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évoluer pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait eu besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci ? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression ? Examinons les aspects scientifiques de la question. Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors ? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle ? La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais t'épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux. Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu.
l'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité. Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositif d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi, puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. 3 chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression, ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois arrivés en bas, ils ont eu la chance d'observer certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. Et ensuite, il était temps d'entamer leur remontée de 4 heures vers la surface. Joyeux anniversaire, chère Sarah. Joyeux anniversaire. Tes amis et ta famille sont avec toi. Ce gâteau est juste parfait et... voilà les cadeaux. Ton petit ami te tend une boîte joliment emballée avec un ruban. Je voudrais tellement que ce soit une trousse de maquillage. Tu la déballes en 1 seconde et tu y trouves une petite boîte multicolore. Oh, attends, c'est un Rubik's Cube? Et il a l'air tellement bizarre. Tu es vraiment en colère contre ton petit ami. Ça aurait pu être un foulard, des bijoux, peut-être une boîte de tes chocolats préférés. Mais un Rubik's Cube, vraiment? Ton chéri ne remarque pas ta déception et t'explique que ton cube est du type 1x1. C'est qu'il est donc toujours résolu. Il semble assez simple et direct, mais certains cubistes disent que c'est le plus difficile à résoudre. Une fois que tous les invités sont partis, tu passes en revue tes cadeaux. Tu avais caché le cube hors de ta vue, mais il est tombé sur le sol. Tu décides que c'est un signe qu'il faut lui donner une chance, et fais des recherches à son sujet. Tu découvres que tu peux fabriquer un tel cube à partir d'un cube d'angle d'un Rubik's Cube 3x3. Ou bien, tu peux l'acheter tout fait. Certains forums de cubistes disent que c'est la première étape pour le résoudre. La seconde est de le ramener à la maison, et voilà, tu viens de résoudre le cube 1x1. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Le Rubik's Cube 1x1 ou 1x1x1 a été inventé à la fin des années 1800, avant le Rubik's Cube original. Certaines personnes affirment même que l'inventeur du plus célèbre 3x3 en a simplement volé l'idée, ce qu'il nie. Le puzzle comporte 6 phases uniformes de couleurs différentes et un mécanisme unique pour son époque. Il est impossible de le résoudre en faisant des tours. Il faut le faire pivoter entièrement pour le ramener à son statut initial. Tu inspectes soigneusement le cube. Est-ce que tu peux même le faire pivoter? On dirait que c'est impossible. Et bien qu'il semble être toujours résolu, cela signifie-t-il vraiment que tu ne peux pas le résoudre? De nombreux cubistes affirment que cela est possible. Le record mondial officieux actuel est de 8 minutes 59 secondes. La résolution la plus rapide du Rubik's Cube 3x3 est actuellement de 3,47 secondes. Une autre preuve que le 1x1 n'est pas si facile après tout. Tu décides de trouver un algorithme et de le tester sur ton cube. Voici le jargon du cube 1x1. Maintenant, tu dois t'entraîner à faire tourner le cube. Tu dois le lâcher d'une main et le faire tourner avec le poignet de l'autre main. Ce n'est pas facile quand on est débutant, mais tu y arriveras. Une fois que tu l'as fait tourner, tu dois replacer la main libre dessus et le ressaisir avec l'autre main. Tu t'es suffisamment entraîné et tu te sens prêt pour l'algorithme. Voilà comment ça marche. Ramène la face supérieure vers l'arrière. Ramène la face de droite vers l'avant. Fais-le 2 fois. Déplace la face avant vers la gauche. Déplace la face avant vers le bas, à droite. Tu t'en sors bien. Continue. Ramène la face supérieure vers l'arrière. Cela fera tourner l'ensemble. Amène la face de droite vers l'avant. Déplace la face de gauche vers l'avant. Parfait! Maintenant, tu dois faire tourner la face de droite vers l'avant 3 fois.
Fais pivoter l'ensemble du puzzle en ramenant la face supérieure vers l'arrière. Abaisse la face avant vers la droite. Amène la face de droit vers l'avant. Fais pivoter l'ensemble du puzzle en ramenant la face supérieure vers l'arrière. Déplace la face de gauche vers l'avant. On y est presque. Fais pivoter la face avant vers le bas à droite. Déplace la face avant vers la gauche. Tu décides que tu es un pro maintenant. Et tu trouves un autre algorithme qui demande plus de créativité de ta part. La première étape consiste à détacher tous les autocollants de ton Rubik's Cube 1x1. La deuxième étape consiste à colorer les faces vides avec la peinture de ton choix. Recommande d'opter pour des peintures à huile, mais n'oublie pas qu'elles mettent du temps à sécher. La troisième étape consiste à poster le résultat sur tes réseaux sociaux. D'accord, c'était drôle, mais tu t'es assez amusé aujourd'hui. Il est temps d'aller se coucher. Tu t'endors sur le champ et tu te retrouves à Rubik's Cube Land. Et tu ne peux en sortir que si tu résous tous les différents cubes qui y vivent. Le premier cube que tu rencontres sur ton chemin est le Sudocube. Il s'agit d'une combinaison de 2 puzzles en un. Il comporte 6 faces d'un cube et 9 chiffres sur chaque face. Cela fait donc un total de 54 chiffres, avec 6 séries de chiffres de 1 à 9. Ton objectif est de faire en sorte que chaque face du cube comporte tous les chiffres de 1 à 9, dans n'importe quel ordre. Ce qui fonctionne pour un Sudocube peut ne pas fonctionner pour un autre. Tu ne peux pas résoudre le problème tout seul, alors tu demandes des conseils. Le Sudocube explique que le secret est de maîtriser à la fois les techniques du Rubik's Cube et la résolution du Sudoku. Il indique qu'il est également utile de dessiner sur papier une carte en 2D de tous les chiffres figurant sur chaque face. De cette façon, tu peux facilement comprendre l'ensemble de la disposition des chiffres. Il est impossible de déplacer les chiffres centraux sur chaque face 3x3. Tu dois tourner et retourner les faces du cube pour trouver la position des chiffres de la face angulaire. Les numéros de la face centrale t'aideront. Tu dois te concentrer sur l'assemblage des chiffres d'une face. Le reste se mettra en place facilement. Quelques centaines de tours et détours plus tard, tu arrives à trouver le bon ordre. Le Sudocube te permet d'aller plus loin. La prochaine étape est Pentamix. Ce monstre est probablement le Rubik's Cube le plus difficile à résoudre au monde. Il est composé de 975 pièces individuelles et comporte plus de 1200 autocollants. Il a fallu 75 heures pour le construire. Il te faudra probablement beaucoup plus de temps pour le résoudre. Tu décides de t'enfuir. Mais tu te rentres dans toi-même. Oh, c'est un cube miroir dans toute sa gloire. Il n'a pas d'autocollant de couleur et se compose de pièces de forme et de tailles différentes. Tu peux le résoudre de la même manière qu'un cube 3x3 ordinaire. Tu dois te rappeler les principes de base que tu as appris il y a très longtemps. Tu commences à le résoudre. 2 heures plus tard, le cube se lasse de toi et te laisse passer au suivant. Celui-ci est différent. Le Master Morphix est une forme de triangle et peut être d'une seule couleur ou de 4 couleurs. Il a 4 faces en forme de triangle avec une pièce centrale chacune. Tu peux faire pivoter les pièces centrales de 180 degrés. Tu es vraiment confus avec celui-ci, mais le cube explique que ça aurait pu être pire. Plus l'ordre du Master Morphix est élevé, plus il est difficile à résoudre. Le puzzle suivant ressemble à un cube 3x3 ordinaire. Mais peut-il vraiment être aussi facile ? Eh bien, tu le prends et tu commences à le résoudre. Oups ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il est soudainement transformé en une forme d'étoile. Ce cube a des côtés pliables et de nombreuses couches cachées. Tu n'as pas besoin de faire travailler tes méninges ou d'utiliser des algorithmes pour résoudre ce problème. Tu peux simplement être créatif et le transformer en diverses figures géométriques. Waouh, quelle belle couleur! Cela peut être une étoile, 2 étoiles, un rectangle ou 2 rectangles. Tu peux assembler les parties ou les séparer. Tu es tellement plongé dans le processus que tu oublies tout. Et puis soudain, tu entends une mélodie familière. C'est ton alarme. Tu as réussi à t'échapper du pays du Rubik's Cube. Mais maintenant, ça te manque un peu. Tu vas sur Internet et tu tapes les Rubik's Cube les plus insolites. 10 minutes plus tard, tu reçois la confirmation de ta commande de 11 nouveaux jouets. Ce qui avait commencé comme un mauvais cadeau d'anniversaire est devenu ton nouveau passe-temps favori. Eh bien, que dire de ça ? Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse
se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une superlune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan, qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic, et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les 2 navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à ses domestiques et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces.
Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en deux moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé, et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé, mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème, quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ 1 heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour, car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé 1 minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures et 40 minutes au Titanic pour disparaître sous l'océan. Tu es allongé sur l'herbe, à regarder le ciel bleu, profitant du chant des oiseaux et des rayons du soleil. Tu regardes des nuages de formes différentes s'élever lentement, très haut dans les airs. Soudain, tu entends un grondement lointain. Tu remarques alors un gigantesque nuage devant toi. Mais ce n'est pas tant sa taille qui t'effraie, c'est sa forme. Ce n'est pas forcément un mauvais présage. En fait, ce n'est même pas un nuage. Il y a quelques années, un énorme crâne s'est formé à partir d'une épaisse fumée au-dessus du Vésuve en Italie. C'est le même volcan qui a détruit la ville de Pompéi il y a bien longtemps. Bien sûr, à ce moment, beaucoup de gens ont eu peur que le volcan n'entre à nouveau en éruption. Mais, heureusement, il est toujours plongé dans un profond sommeil. Ce n'est qu'un feu de forêt qui a créé ce nuage en forme de crâne. Mais certains habitants pensaient que ce feu avait été allumé volontairement. Ce ne serait pas la première fois. Centralia, Pennsylvanie. Population, regarde par toi-même. C'est effrayant. Des arbres dénudés, pas d'animaux, pas de gens. Tous les bâtiments sont vides. Les routes sont crevassées et jonchées de gravier. Pas de voitures non plus. De la fumée partout. Cette ville brûle depuis plus de 50 ans.
Centralia était une ville minière. Ses habitants ont commencé à utiliser une mine de charbon abandonnée comme décharge, puis, d'après de nombreuses sources, la ville a décidé d'y mettre le feu. Ce plan a été un véritable fiasco. Voyons ce qui a pu se passer ici. Le feu de détritus s'est infiltré jusque dans les galeries de la mine. Il a enflammé le charbon qui s'y trouvait et depuis, il brûle en permanence. Le niveau de dioxyde de carbone a augmenté et on a dû fermer les autres mines environnantes par sécurité. Personne n'a pu arrêter ce feu et cet incendie souterrain s'est propagé sous toute la ville. Les routes ont commencé à chauffer, le sol s'est ameubli et les rues se sont lentement remplies de fumée et de brouillard. En 2017, il n'y avait plus que 5 habitants. Bienvenue au lac Abraham du Canada. Il est complètement gelé. Si tu essayes de voir ce qui se trouve sous la glace, tu ne verras aucun poisson. Juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages pris dans la glace ou à des méduses qui auraient oublié de mettre leur doudoune. Ces milliers de bulles sont composées de méthane. Mais ne tente pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est inflammable. Il est créé par des bactéries qui décomposent les feuilles, l'herbe, les insectes et d'autres substances organiques qui se trouvent dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il forme de petites boules gelées. Et quand la glace fond, elles éclatent en grésillant. On trouve des lacs similaires près de certaines côtes de l'océan Arctique. Ici, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Joli, mais dangereux. Notre prochain lac se trouve en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un grand volcan recouvert par l'herbe et les arbres. Il semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu décides de grimper au sommet. Épuisé, en sueur, tu y arrives et tu regardes dans le cratère. Pas de lave en ébullition, mais un magnifique lac turquoise. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours vers le bas et t'apprêtes à plonger dans l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis les entrailles du volcan. Le lac est rempli de métaux. Quand les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, je veux dire cet acide. Mieux vaut retourner au village le plus proche, se reposer et revenir la nuit quand il fera plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus, on voit des petits nuages lumineux qui éclatent. Les gaz sulfureux sortent du lac, se mélangent à l'air et deviennent bleu vif. Mais ne t'approche pas trop. Dans les airs, sous terre, dans les volcans, dans les lacs, il est temps de prendre la mer. Tu montes sur un yacht et tu prends le large. Peu importe où, car le prochain phénomène peut se produire partout dans le monde. La mer est calme, il n'y a pas de vent, tout est paisible. Attends, qu'est-ce que c'est ? Tu entends un bruit fort, très fort. 2 secondes plus tard, une vague gigantesque s'élève de nulle part et frappe ton bateau. Ce dernier parvient à rester à flot et l'énorme vague disparaît. Tu viens de survivre à une vague scélérate. Certains scientifiques pensent qu'elles se produisent quand un courant de surface se heurte à un puissant vent de face. D'autres disent qu'elles se produisent quand des courants chauds se heurtent à des courants froids. Une autre théorie est celle de l'association de petites vagues qui finissent par en former une monstrueuse. Dans certaines conditions, les vagues auraient une sorte de super pouvoir. Parmi toutes les vagues d'une zone, il y en a une qui aspire l'énergie de toutes les autres. Et quand elle est pleine, elle relâche tout. Ce pourrait être la raison pour laquelle cette vague est si forte et ne dure qu'un instant. Et qu'en est-il des nuages effrayants ? Il s'agit d'énormes nuages d'orage, des murs gris et noirs bloquant le soleil, la lune et les étoiles. D'abord, tu te détends dans ton jardin, puis tu vois des nuages d'orage. Puis vient l'orage, la grêle, des inondations et même des tornades. Ils sont faciles à repérer par leur aspect épais, lourd et sombre. Ils peuvent même s'illuminer de l'intérieur en raison des éclairs. C'est un nuage flippant. Mais avant de t'enfuir, voyons comment il se forme. Les nuages sont comme des montagnes russes. Imagine que tu sois une petite goutte d'eau, que tu te trouves avec tes amis dans l'océan et que tu fasses la queue pour le tout nouveau manège qui vient d'ouvrir. Ton tour arrive, tu t'attaches, rien ne se passe. Puis tu commences à monter.
tu vois tous tes amis gouttelettes en bas. Ils sont tout petits. Tu continues à monter en attendant le grand saut. Mais rien ne se passe. Puis tu es si haut que tu te retrouves dans les nuages. Ce n'est pas si effrayant, il y a plein d'autres de tes amis ici. C'est plutôt sympa. Il commence à faire froid, tu regardes autour de toi, tout le monde se transforme en beaux cristaux de glace. C'est si joli. Le nuage se remplit, vous êtes un peu à l'étroit avec toutes ces autres gouttelettes d'eau. Enfin, quel agréable petit... Ah! L'attraction se remet en marche et tu te mets à tomber en chute libre. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Des milliers de gouttes retombent sur terre. Certaines s'accrochent à la rampe, d'autres rient et lèvent les bras en l'air. Wouhou! Et splash! Effrayant! Pourtant, je préfère le manège de la foudre. C'est celui où tu joues des autotamponneuses très haut dans les nuages. Plus tu percutes de gouttes d'eau, plus tu crées d'éclairs. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare, parfois surnommé orage sale, lorsque la foudre se produit au-dessus d'un volcan. On peut l'observer au Japon. Un volcan entre en éruption presque tous les jours en crachant des panaches noires. Des nuages de volcans super effrayants, avec des éclairs en prime. Wouhou! Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage, quand des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Dans un orage sale, ce sont des cendres qui s'entrechoquent, créant une friction qui provoque les éclairs. Bon, terminons ce voyage avec quelque chose de plus calme et de plus joli. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert a un secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs surgissent de nulle part. Le phénomène est si connu qu'on l'appelle aussi le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol, attendant juste un peu d'eau. Lorsqu'il pleut sur ce désert, environ 200 types de fleurs se mettent à germer. Les sables jaunes de l'Atacama deviennent alors violets, blancs, verts et roses.